Leila Abrani, psychologue, vous écoutez Bla Masque. Je suis la fondatrice de l'application Qais Leila, qui est l'application qui sponsorise ce podcast. Qais Leila est une application de rencontre pour relations sérieuses basée sur l'intention et la compatibilité. Aujourd'hui, je reçois un invité d'exception. Nous ne sommes pas habitués à recevoir des écrivains. Un écrivain qui va nous parler un peu de son livre, L'alchimie des larmes. Aujourd'hui, Monsieur Tamim le sujet que nous avons avec Monsieur Tamim, c'est que l'enfance laisse en nous, ce que l'enfance laisse en nous, famille, absence et transmission. Ce que l'enfance laisse en nous, famille, absence et transmission. Monsieur Tamim, bonjour. Marhaba bik maana. Si vous pouvez vous présenter, Asdine Tamim a écrit aujourd'hui, vous êtes un écrivain, vous n'êtes pas un écrivain, qui est Monsieur Tamim? Donc, si aujourd'hui je me présente en tant que d'abord quelqu'un qui a fait tout, un enfant qui a connu des épreuves difficiles, avant avec la perte d'un père à l'âge de 11 ans, et avec aussi des épreuves, parce que la perte nous a amené toute une famille à vivre dans une situation de précarité. Et puis, grâce à une mère bienveillante, etc., nous avons pu surmonter les épreuves. Et ce que l'enfance a fait de moi, aujourd'hui, je cherche à le retracer à travers l'ouvrage L'alchimie des larmes, de la douleur à de lumière. Ce n'est pas un récit de complainte, c'est un récit beaucoup plus d'espoir et d'espérance et de résilience, pour montrer la capacité de l'être humain à transformer une épreuve en force intérieure. En puisant de ses forces intérieures, il peut transformer ses épreuves en lumière. Et donc voilà tout le schéma. Ce n'est pas un récit de complainte, mais c'est un récit d'espoir et de résilience. Monsieur Tamim précise, ce n'est pas un récit de complainte, c'est un récit d'espoir et de résilience. Nous allons comprendre pourquoi c'est de l'espoir et de la résilience. Donc, dans cet épisode, nous allons parler d'un livre, bien sûr, mais surtout d'une histoire humaine. Ce que l'enfance dépose en nous, ce que la famille répare parfois, et ce que la transmission permet de comprendre. Vous êtes aujourd'hui connu pour votre parcours, vos responsabilités, votre engagement, mais à travers votre livre, vous nous invitez à regarder derrière le parcours visible, l'enfant que vous avez été, les figures qui vous ont marqué, les blessures possibles, les soutiens, et cette famille qui a joué un rôle essentiel dans votre construction. Quand vous décidez d'écrire ce livre, est-ce que vous aviez le sentiment de raconter votre histoire ou transmettre quelque chose de plus grand? En principe, lorsqu'on écrit, c'est beaucoup plus une question de remettre de l'ordre dans le chaos des souvenirs dispersés. C'est l'enjeu total. Parce qu'on n'écrit pas une histoire justement pour raconter un parcours, mais plutôt pour comprendre ce que les événements ont fait de nous. Et donc, les événements, ce qu'ils ont fait de moi, c'est ce qui m'a intéressé là-dessus. Mais les faits elles-mêmes, les épreuves, on pourrait tous les vivre d'une manière ou d'une autre. Et donc, à cela, l'écriture avait trois objectifs réellement. Aounen, c'est un travail que j'appelle moi un travail de transmission, parce qu'un vécu qui n'a pas été transmis, qui ne servira pas à d'autres, n'a pas de raison d'exister. Bien sûr. Et puis, il y a un effet de réparation. Elle a un effet réparateur parce qu'elle permet à ces souvenirs de les lier l'une à l'autre et de retrouver tout dans le cadre. Le chaos des souvenirs dispersés, vous retrouvez le lien qui les a reliés l'un à l'autre. C'est très, très important pour moi. Et puis un hommage, parce que en fin de compte, c'est une manière. On ne peut pas raconter un parcours sans rendre justice à toutes les personnes qui nous ont tendu la main et qui nous ont accompagnés durant les épreuves, notamment la mère, la famille, etc. On ne peut pas les aider sans leur rendre justice. Et donc c'est un parcours pour moi, elle avait ces trois finalités que j'avais pour écrire ce livre. D'abord, pour réparer elle a un effet de réparation,
Et là, un effet de rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont tendu la main pendant tout avec les parcours et qui m'ont été quand même d'un soutien utile, notamment la famille, les cousins, comme j'explique, l'oncle, et également les amis. Donc, et il y a un effet qui avait très important, c'est de transmission. Donc, les 3 raisons de le faire. D'accord. Et quand vous parlez de chaos, vous parlez de quoi exactement? Parce que les souvenirs, vous ne pouvez pas les comprendre. Nous avons tous des souvenirs, mais d'une manière dispersée. Mais lorsque nous commençons à retracer, à les faire, à écrire, nous commençons à comprendre que chaque souvenir a un lien avec d'autres. Et que ces liens-là vous donnent une logique et une certaine cohérence. C'est à partir de cela que je l'ai compris. L'acte d'écrire m'a aidé à bien comprendre que certains événements qui me sont parvenus, qui sont survenus, ont été l'occasion à d'autres événements de se produire. Et donc, rien n'a été fait par hasard. Et cela m'a été très utile lorsque j'ai commencé à transcrire cela. D'accord. Je me dis, rien n'a été au hasard. Moi, j'aime bien ce terme Les- parce que je le crois foncièrement. Parce que, vous savez, nous sommes héritiers d'une histoire. Toute personne est une héritier avant sa naissance. Donc, vous êtes héritier d'une histoire, vous l'assumez en tant que tel. Donc, la famille vous transmet des valeurs, vous transmet des croyances, mais vous transmet également des blessures. Complètement. Complètement. Vous êtes là, vous avez des parents qui étaient dans la situation, et vous l'assumez malgré vous, alors que vous n'avez pas fait le choix de ça. Et après, en grandissant, vous avez le sentiment, d'abord vous faites le tri. Alors on commence à grandir, on fait le tri entre ce que nous devons conserver et ce que nous devons bien sûr choisir de transformer dans tout cela. Parce qu'il y a tout un travail que se fait l'être humain, est tellement complexe dans sa construction que ça ne se fait pas d'une manière linéaire. Et tout cela parce qu'il y avait les douleurs, il y avait les pertes, il y avait les deuils. Et ce n'était pas facile pour quelqu'un, pour un enfant de 11 ans, de subir tout cela et de revenir d'assumer une responsabilité. Et parfois, même dans l'absence de quelqu'un, c'est une présence autrement. Alors, comment vous expliquez l'absence de quelqu'un, une présence autrement? C'est-à-dire, il était l'absence de mon père, parce que mon père est décédé à l'âge de 11 ans. Mais je sens toujours que, d'abord, son absence me poussait à grandir plus vite. M'a fait comprendre que, d'une certaine manière, la fragilité de la vie. Et tout peut être d'une manière que la vie est fugace. Et que tout peut être à un moment donné, toutes les certitudes peuvent se défendrer du jour au lendemain. Mon père est décédé à l'âge de 41 ans, alors qu'il était très jeune. Très jeune, mon père. Et donc, on ne s'attendait pas à sa mort, parce qu'il n'était ni malade, et donc c'est une mort qui a été faite. Et après, on découvre, suite à son décès, que mon père il est décédé parce qu'il était entrepreneur, et après il a fait faillite. Il ne l'a pas supporté, c'était ça. Et c'est là l'a consumé. Donc, suite à son décès, je vivrai encore une autre épreuve parce qu'on vivra dans la précarité. Et ma mère était également malade. On avait 2 domestiques à la maison, on se retrouve sans domestique. Et ma mère n'avait pas les moyens de faire cela parce qu'elle avait une polyarthrite rhumatoïde. Et vous êtes médecin, vous le savez, la polyarthrite est une maladie de système avec tous les effets secondaires, etc. Et donc, je dois faire tous les travaux que faisaient les domestiques à la maison. Et donc, je n'ai pas... À 11 ans. À 11 ans, donc, pour garder l'Inde. Et donc, ça m'a permis de revoir les choses autrement, de les reconsidérer. Alors, pardon de vous interrompre, vous deviez refaire tous les travaux à la maison. Est-ce qu'on vous l'a demandé ou vous l'avez fait tout seul de votre... D'une certaine manière, parce que ma mère me l'a demandé d'une certaine manière, mais j'ai senti le besoin de le faire parce que c'était l'ordre de la maison. On ne peut pas vivre. J'ai appris à vivre dans l'ordre, donc ce qui fait je ne peux pas accepter... À 11 ans. À 11 ans. Donc je me suis pris à cet âge. Et donc, moi, je n'ai jamais joué avec les enfants de ma génération. Donc je restais à la maison parce que je n'avais pas le temps pour concilier les études et ça. Donc je passais beaucoup de temps à la maison. Et c'est pour ça que je suis casanier à ce jour-là. Oui, c'est vrai que c'est une habitude. Oui, c'est une habitude, mais un enfant... Moi, j'étais mon frère cadet.
Oui, lui, il sortait. Moi, je n'arrivais pas à sortir parce que je sentais que j'avais cette obligation, cette mission de le faire et de garder le loi. Et donc, ma mère, en passant le temps avec ma mère, on s'échangeait quand même des discussions, etc. Et je connaissais quand même, et je voyais quand même comment elle était forte parce qu'en apparence, elle ne paraissait pas malade. Donc, les gens ne voyaient pas en apparence l'handicap qu'elle avait. Ou lorsqu'elle se réveillait le matin, elle avait du mal, par exemple, de faire un petit geste comme ça, de main. Parce que la polyarthrite, c'est le problème des articulations. Alors, et avec les corticoïdes, elle prenait les dents et elle commençait à prendre du poids, à enfler, à prendre du poids. Et les gens considèrent que c'est un peu de la force. Mais Yamskina, il était malade. Donc, ce qui fait, il y avait l'incompréhension de l'autre. Et malheureusement, il ne s'est jamais plaint. C'est pour cela que moi, je cherche à lui rendre hommage à travers ce petit récit. D'accord. Finalement, c'est important de se plaindre un peu quand on est vraiment malade. Parce que quelqu'un qui ne se plaint pas, c'est quelqu'un qu'on considère fort. Non, mais c'est la question de se plaindre. La question de la compréhension, c'est un peu difficile. Les gens ne vous comprennent pas, que vous vous plaignez ou non. Qu'est-ce que les gens finalement ne comprennent pas? Les gens ne comprennent pas que quelqu'un à cet âge-là, elle n'a pas les moyens de travailler parce qu'on n'a pas les capacités de le faire, etc. Donc, c'est quelque chose de très terrible de se trouver dans une situation où les gens ne vous comprennent pas. Ils vous comprennent par fainéantise ou par volonté ou de rester maxi. Ma mère a beaucoup souffert de ça. D'accord, du jugement des gens. Du jugement des autres. Hein. Le regard des autres. Et sans pouvoir se justifier. Elle n'a pas les moyens de se justifier derrière. Le regard des autres. Il est terrible, le regard des autres. Oui, bien sûr, le regard des autres est terrible. Parce que chacun va te regarder à sa manière et il va faire ses propres conclusions. Et comme il voudrait conclusions. le voir. Enfin, oui, à sa manière. À sa manière, oui. Donc, il fera ses propres conclusions. Voilà. Exactement. Quand vous repensez à l'enfant que vous étiez, quelle image vous revient en premier? L'image, réellement, c'est l'image d'un enfant qui a aussitôt, il n'a pas vécu son enfance, parce que dès l'âge, déjà, avant 11 ans, j'ai perdu ma grand-mère paternelle. Et je l'ai perdue à 5 ans. C'est une femme à laquelle j'étais très attaché. Et puis, je perds mon père à l'âge de 11 ans. Et puis, je perds un autre pilier à l'âge de 15 ans. C'était mon oncle paternel. Et donc, la succession avec les deux m'a fait découvrir que tout est éphémère. Donc, je dis, le sort d'y aller ou le destin, qu'est-ce que nous préparait. Et à chaque décès, chaque perte, j'avais quand même, je sentais le poids des circonstances que je ne peux pas changer. Ouais, ce sont des choses. En grandissant, est-ce que je peux dire que l'enfant que j'ai été n'a pas disparu? D'accord. Seulement, il a appris à vivre avec l'homme que je suis devenu. C'est très intéressant. L'enfant que j'étais, que je suis, n'a pas disparu. Il a seulement appris à vivre avec l'homme que je suis devenu. Si vous pouvez développer ça, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que la question, aujourd'hui, je suis encore sensible à la question, je suis fragile par rapport aux pertes et par rapport les pertes ou les ruptures ou les séparations. Je suis toujours sensible à cela. Finalement, c'est pas parce qu'on vit des deuils et des pertes qu'on devient dur devant les deuils et des pertes. On peut vivre des deuils et des pertes, mais on est plus sensible et fragile devant les deuils et des pertes, face à ça. Mais réellement, il y a une chose que je pense les épreuves m'ont appris. Parce que je pense, lorsqu'on les traverse, les épreuves, lorsqu'on les traverse avec beaucoup de lucidité, ils nous apprennent l'humilité. L'humilité, la compassion. شنو هي l'humilité? شنو هي l'humilité? Parce que هي شي حاجة كبيرة ومهمة. L'humilité, c'est-à-dire que vous commencez à ne pas, dans ma vie, j'ai une mission, je n'ai pas à toutes les personnes que vous rencontrez, ils ont quelque part des blessures, et parfois des blessures invisibles. Mais il faut leur parler, mais il faut faire attention. Parce que les gens, lorsqu'ils me rencontrent, ils rencontrent un homme qui a des responsabilités, etc.,
et il voit quelqu'un qui a fait un parcours scolaire qui était parce que là, il faut le savoir, j'étais bac sciences mathématiques, j'ai fait les classes prépa maths sup, j'ai fait 2 masters, donc les gens voient le parcours. Ils voient ce parcours. Ce parcours. En fait, c'est une partie de vous. Une partie de vous. Hein, ils voient le cadre supérieur, etc. Ils voient le chef de service, mais ils ne voient jamais que quelqu'un, il a tout parcouru, etc. Où il avait vécu tout ça. D'ailleurs, on a un ami qui a lu un camarade, qui était un ancien camarade de classe, et qui est aujourd'hui un PDG d'une entreprise. Et lorsqu'il a lu le livre, il m'a dit, mais j'étais étonné parce que je ne savais pas que tu as tout enduré. Tu ne nous as pas donné cette impression. C'est en fait, les gens oublient de voir l'humain qui est à face d'eux aussi. Cet humain, il voit que le côté, le parcours, maths sup, maths spé, etc. Tout ça. Oui, mais parce que le parcours, ça vous donne une idée. Ça peut lister quand même des réussites, etc. Mais les gens ne savent pas qui était derrière. Il y avait derrière le fait, mais il y avait le suivi de la maman, etc. Parce que je ne suis pas le seul. Mon frère également, mon frère cadet, il est ingénieur d'État en génie civil. Donc, mais je pense, l'élément qui nous a aidés peut-être dans tout cela, parce qu'on avait des repères. Oui, bien sûr. On avait des repères parce que mes cousins Kamlin, à l'époque, étaient des médecins, des docteurs en droit, des architectes. Donc, on avait l'effet d'émulation qui a été fait sans qu'on le ressente. Et donc, ils nous ont aidés. Il y avait le soutien matériel, mais également un soutien moral beaucoup plus important à travers les repères et l'exemple. Ils vous ont aidé à poser un cadre. Voilà, nous avions un exemple à faire, à suivre. Et donc, nous ne pouvons pas être moins que ça. Malgré on n'a pas vécu les mêmes conditions qu'eux vécu. Donc, voilà la différence. Puisque lui, les cousins, c'était les fils du l'oncle qui vous aidaient, qui vous venaient en aide. Qui nous a venu en aide, c'est vrai, avec l'aide n'était pas si importante. C'est une aide de subsistance. Donc, une aide quand même qui nous a permis de vivre. Les cousins ont fait de leur mieux. Tu sais, la vie avec les besoins d'elle, etc., c'est pas évident que quelqu'un puisse prendre en charge une autre famille, etc. Mais ils ont fait quand même de leur mieux. Et ma mère nous a appris la sobriété, nous n'étions pas demandeurs, et nous avons fait qu'aujourd'hui, nous avons vécu avec le minimum dans cette vie. Mais nous avons été quand même, nous avons un exemple à suivre. Oui, cet exemple des cousins, qui étaient plus âgés. Qui étaient plus âgés, oui. Est-ce que vous étiez un enfant plutôt observateur, sensible, réservé, combatif? Vraiment, oui, observateur, certes, j'observais les choses et c'est pour cela que j'ai adopté le caractère de sobriété, où j'étais sobre, j'étais minimaliste dans mes demandes, etc. C'est à travers l'observation, parce que j'observais que ma mère n'avait pas les moyens de satisfaire ce que je désirais. Donc, cette observation m'a permis d'être combatif. Je l'étais parce que j'ai décidé de faire des études, mon cheval de bataille. Donc il fallait l'être, etc. Surtout qu'à notre époque, les choses n'étaient pas... je ne sais pas, il n'y a pas toujours la facilité, mais c'était toujours très sélectif. Le système d'enseignement dans lequel j'ai été était très sélectif. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas les écoles privées, etc. Donc, il n'y avait pas énormément. Et donc, le privé, il avait des connotations très négatives à notre époque. Donc, c'était le public. Et donc, les gens qui étaient là-bas, le public, donc l'enseignement, il était très sélectif. Donc, ce qui fait maintenant, je me rappelle, la section sciences mathématiques, on était à peine 4 à être choisis pour faire la science mathématique. Donc, les 4, après, j'étais 1 à 2 éléments qui ont pu accéder aux classes prépa. Donc, vous voyez très bien, c'était très sélectif. Donc, avec le système, اللي تخليك un certain nombre d'émulations, un effet de... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais souvent on dit, vous avez dit, j'étais observateur. Souvent on dit, donc vous avez dit j'étais observateur parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas me procurer. On dit que dans mon métier, en tout cas moi qui suis psychologue, on dit que la frustration, c'est bénéfique. Moi je dis, la frustration c'est bénéfique. Est-ce que vous qui avez été frustré et qu'aujourd'hui vous avez atteint l'âge adulte, vous pensez que ça a été bénéfique ou
il y a un certain niveau de frustration à ne pas dépasser ou qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je vous dirais une chose, la relecture du passé est un peu difficile. Lorsque vous cherchez à reliser votre passé, vous dites peut-être ça aurait pu être mieux, quelque chose. Ça aurait pu être beaucoup plus facile. Mais je pense que les épreuves sont nécessaires. Aujourd'hui, je ne cherche pas à idéaliser la souffrance ni la douleur. On n'idéalise pas parce que je ne l'ai pas choisi. Oui, c'est important. Je ne l'ai pas choisi. Mais ce que je pourrais dire, la souffrance n'est pas une force en elle-même. Non. N'est pas une force. Elle peut devenir un moteur de croissance à quelqu'un, le pousser à faire de son mieux, à vouloir évoluer, le pousser à faire, parce qu'elle peut détruire également. D'accord. Donc ça peut aller soit là, soit là. À quel moment ça peut détruire? Dans quel cas ça peut détruire? Ça peut détruire, ça tout dépend de la réponse qu'on en fait à cette souffrance. D'accord. Alors, bon, je vais juste revenir parce que moi je parlais de frustration. Vous avez parlé de souffrance. La frustration, c'est différent de la souffrance. Non, la frustration, c'est une souffrance en elle-même. D'accord. La frustration, c'est une souffrance, parce que si vous avez envie de quelque chose et vous trouvez que vous n'êtes incapable de l'atteindre, c'est une souffrance de taille. D'accord. Donc, surtout pour un enfant, ce n'est pas la même chose. L'enfant, c'est quelqu'un qui cherche à avoir tout ce qu'il a demandé. Donc, le fait de être frustré en permanence fait de vous quelqu'un en pleine souffrance. Quand moi je parle de frustration, c'est vrai que je ne parle pas de cette frustration indéfinie pour toujours. Pas quand je dis aux parents que les enfants ont besoin d'être frustrés, c'est-à-dire ne leur donnez pas tout. l'effet contraire. Non, les questions de gâteau, non. On n'arrive pas on était dans le besoin le minimal. Et n'y était pas. Donc la question de la frustration elle-même, c'est une souffrance. Il fallait la comprendre dans ce sens-là. Et surtout lorsqu'elle persiste. Donc j'ai vu des cas où il y a des gens qui ont trouvé prétexte d'abord de ne pas faire, ou de ne pas agir, où les gens leur trouvent toujours, ils disent quand même, il n'a pas eu les moyens pour faire ça. Si c'était le cas, d'autres il y a de la comparaison. Moi, il y a de la raison, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas eu. J'ai senti. Et c'est pour cela que je dis, notre ennemi réel, ce n'est pas la souffrance ou la douleur. Parce que tout le monde, l'adversité n'est pas une personne. Le vrai ennemi, c'est le ressentiment. C'est-à-dire comment on le perçoit, comment on l'analyse. Le ressentiment, parce qu'il y a des gens qui attendent de vous, qui attendent des autres, de leur tendre la main. Lorsqu'ils ne l'attendent pas, ils commencent à comprendre qu'ils étaient à l'origine de leur échec. Ça commence à devenir difficile. On avait, d'une part, la résignation. Lorsque tu dis, voilà, ça fait, je lâche. Oui, je me résigne à la situation. À la situation. Ça, c'est un ennemi de taille. Et le deuxième ennemi, c'est le fait de rester sur place, de ne pas vouloir progresser. Et ça peut... Parce que les gens, chaque personne a la possibilité de pouvoir croître, de pouvoir évoluer, etc. Moi, ce que j'avais peut-être... La question, c'est que j'ai appris des attitudes et des comportements, parce que ça a beaucoup aidé à pouvoir surmonter les choses. Parce que le milieu dans lequel j'ai vécu, des cousins, la famille paternelle, etc., c'était des comportements très raffinés. Je reviens à l'héritage d'ailleurs familial, parce que ma grand-mère paternelle, c'était fille d'un qadi, dans le livre, et qui était un des illustres, et qui était aussi un conseiller d'un sultan. Donc, pour voir que cet héritage ne disparaît pas, il y a une lignée. Et maintenant, on l'assume. Donc, notre histoire s'écrit avant notre naissance. Maintenant, nous faisons que transmettre ce que nous avons reçu d'une manière ou d'une autre, même en l'absence des autres. Parce que l'exemple, à travers le grand, à travers pas mal, l'absence, elle-même, c'est une présence. Bien sûr, parce que c'est une présence silencieuse. Elle laisse ses ancrages, elle laisse des traces. Oui, elle vous permet de faire de votre mieux, elle vous permet avec l'absence
elle vous permet de grandir plus vite qu'avant. Donc, elle vous permet de prendre conscience de la fragilité de la chose ou de la fragilité des. Et là, c'est pas de la vie. Donc, c'est quelque chose de très important aussi. Complètement. C'est finalement, on peut faire de tout quelque chose si on veut, si on a la possibilité. Oui, si on a la possibilité, ou si on a. Mais il faut avoir deux éléments, là, trois, je pense. Des éléments? Trois éléments, je Oui, pense. c'est ça. La foi. La foi. Mais dans le sens dogmatique. Mais dans le sens des religieux de la chose. La foi dans le sens que vous dites que demain sera mieux qu'aujourd'hui. L'optimisme. Ah oui, et de la foi, c'est très important. Ça vous dira, vous vous réveillez le matin en disant, demain, ça sera mieux. Aujourd'hui, ça serait mieux qu'hier. Ça vous aidera énormément. Et ça La pulsion de vie. La pulsion de vie. La foi. Deuxième chose, c'est être persévérant. La vie n'est pas facile. Il faut le dire, il faut arrêter de faciliter la chose. La vie, elle est dure. Quel que soit, un jour, on va se rendre compte, chacun de nous va se rendre compte que la vie n'a jamais été facile. Elle n'a pas été facile, ou elle ne doit pas l'être. Elle ne l'est pas pour tout le monde. Pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un d'où l'indigence, peut-être qu'il peut arriver, matériel, etc. Et la plus grave, c'est que lorsqu'on a une indigence morale et intellectuelle, c'est-à-dire la plus grave indigence. L'indigence matérielle, on pourrait s'en passer. On pourrait réussir à la dépasser avec de la volonté. Donc, ce qui fait, c'est ça. Mais la foi, la persévérance et l'amour. Parce que j'estime maintenant, avec le temps, si je n'avais pas aimé ma mère comme je l'ai aimée, je n'aurais pas pu supporter tout cela depuis l'âge de 11 ans, jusqu'à son départ malheureusement. Parce que j'ai fait ce livre justement pour lui rendre hommage avant son décès, qui malheureusement n'a pas pu le tenir entre ses mains. Donc il n'a pas pu le tenir. Et c'est elle qui m'a demandé de le faire. D'accord. Oui. À la demande de votre mère, là. Oui, à la demande. Elle l'a demandé à sa manière. Oui. Elle me l'a demandé. Un jour, elle m'a dit, les gens vous voient souriant, chaque fois, tu es bien entretenu, etc. Ils ne voient pas ton passé. Faites en sorte de leur dire, voilà, c'est un message. D'une certaine manière. Parce que les gens ont besoin de récits réels. Et il leur montre quelques stars, etc. Ouais, c'est pas ça. La vie n'est pas si facile. Il faut que leur montre les gens simples qui peuvent arriver. Aujourd'hui, lorsque je vois des jeunes s'intéresser à un footballeur, je dis voilà, il n'y en a qu'un seul. Vous ne pouvez pas être, il n'y a pas 1000 Achraf Hakimi, il n'y a qu'un seul Achraf Hakimi. Mais on peut être des médecins, on peut être des architectes, on peut être des psychologues, on peut être des responsables, etc. Et donc, le chemin, il est possible. L'autre chemin, il est tellement difficile, très 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 sélectif, c'est du rêve, ça relève du rêve. Donc, avec l'ouvrage, je cherche à le mettre pour lui dire, voilà, il y a une autre voie que vous devez suivre, etc. Oui, c'est vrai que c'est la voie de la sagesse. La voie de la sagesse. Mais dans le sens, je ne cherche pas à donner de leçons. Non. Non. Je n'ai pas senti que vous avez donné une leçon. C'est un espoir. J'ai cherché à transmettre d'une certaine manière une volonté que les gens puissent se permettre d'aspirer à un changement de leur vie à travers un exemple. Est-ce que certains enfants vont grandir plus vite parce qu'ils ont passé des expériences difficiles dans l'enfance, des pertes, des abandons, C'est très difficile à dire parce que tout dépend de la réponse qu'on en fait à ces épreuves-là. Il y en a certains qui vont être détruits, qui vont être anéantis. Anéantis. Totalement. Et d'autres qui vont chercher à construire là-dessus. Parce que la douleur, elle élève le départ. Un événement qui arrive comme ça, il vous déstabilise. Et puis, moi, qui a la douleur de l'esprit ou la douleur de le corps. La douleur du corps, par exemple, lorsque vous avez une souffrance ou une blessure, le processus est linéaire. Vous avez un processus et le corps redevient à son état initial. L'esprit, non. L'esprit, lorsque vous commencez avec le processus, il prend du temps. Et puis, vous ne devenez plus l'homme que vous étiez. C'est-à-dire, vous ne revenez pas à l'état d'avant la blessure.
D'accord. C'est un état que vous aurez un autre état. Ah oui. Et c'est pour cela que les gens, si vous تبدل عليا فلان, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, que l'homme que vous avez entre vous, que vous avez en face, n'a pas vécu d'autres éléments qui lui a fait changer pas mal de choses. Et donc la blessure, elle a de l'effet. C'est vrai que c'est une blessure quand la blessure est émotionnelle, Oui, elle psychologique. n'est pas facile parce que c'est un séisme au départ. Oui, bien sûr. On dit, elle déstabilise, elle peut même aider, elle permet encore à la personne de voir d'autres choses, de reconsidérer des éléments. Donc, c'est pas avec la facilité. C'est pour cela que je dis aux gens, il ne faut pas idéaliser la souffrance. La souffrance, elle est difficile, elle est brute. Il y a des gens qui idéalisent la souffrance. Non, il y en a certains qui disent, voilà, qui disent que les infortunes sont pas des... Par exemple, ce sont des cadeaux déguisés qui nous arrivent pour nous apprendre, pour nous secouer. C'est vrai, les expériences de la vie. Voilà. Et il y en a certains, qui l'ont tellement anéanti, ils n'arrivent plus à vivre avec. D'accord. Et leur vie, ça s'arrête à partir d'un certain moment. Surtout lorsque l'enfant n'est pas assez préparé psychiquement, psychologiquement à subir tout cela. Il n'est jamais préparé. Il n'est jamais préparé. Donc l'enfant reste quand même quelqu'un qui a. Voilà, l'enfant, l'enfance nous façonne. Nous façonne, mais elle ne nous condamne pas. Oui. Elle peut ne pas nous condamner pour toujours. Mais elle nous façonne. Elle nous façonne, oui. Et pour revenir pour ce que vous avez dit, il y a des gens qui auraient pu être anéantis par certaines situations. Moi, je dis toujours à mes patients, pour des choses différentes mais qui rejoignent, il y a des choses qui sont préparées de manière inconsciente dans nos vies, dont la famille, l'entourage, les études, les amis, tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire notre environnement, va faire qu'il va être protecteur par rapport à une situation telle. Quand je vais rencontrer cette situation, je ne vais pas en faire la même chose que quelqu'un qui n'a pas les éléments mufrello déjà prêts. Il va peut-être aller vers quelque chose de négatif. Moi, ce que je dis, les choses sur lesquelles je cherche à mettre beaucoup l'accent, c'est l'importance de l'éducation. De l'éducation. C'est très important. Et la lecture. Ce sont deux éléments qui m'ont beaucoup aidé à pouvoir progresser, à voir le monde autrement. Ils ont permis de voyager. Ils m'ont permis de voyager, ils m'ont permis aussi d'apaiser mes angoisses. Alors, qu'est-ce que votre maman a occupé dans votre construction, la place qu'elle a occupée dans votre construction? Ma mère, c'était cette présence discrète. C'est-à-dire, ma mère m'a appris la sobriété, m'a appris la dignité. Oui, c'est des mots importants. Il faut les développer. La sobriété, la dignité. Elle m'a appris à ne pas demander trop. D'accord. Donc à rester selon les moyens que nous avons. Et elle m'a appris également la dignité. Elle ne s'est jamais plainte. Donc elle ne s'est pas plainte. Je trouvais que ça, c'est une forme de dignité. C'est une forme de dignité, malgré la maladie, malgré Elle a vécu tout cela. Et puis, elle avait une présence... si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est sûr, surtout jeune. Est-ce qu'il y a une phrase, un geste, une attitude que vous gardez d'elle qui vous accompagne jusqu'à aujourd'hui? Je vous dirais une chose, mais mon père est décédé quand c'est un frère. Il me c'est-à-dire qu'elle s'attendait. Pour elle, elle cherche parce que ça le travaille. Bien sûr, c'est une responsabilité tellement lourde. Tellement lourde. Ou d'ailleurs, elle avait à l'époque, elle avait 31 ans lorsque mon 31 ans. Lorsque mon père est décédé. Donc, mon père avait 41 ans, elle avait 31 ans. Donc ma mère a beaucoup souffert. Et donc elle s'est retrouvée dans une situation où elle n'a pas vécu sa vie elle-même. Mais non. 31 ans. Yallah, Julio. Et encore. Et encore.
Non, non, ma mère, ça l'a beaucoup, ce qu'il a travaillé avec le décès de mon père. Parce que souvent, les mères transmettent sans discours, sans parler. Oui, alors Non présent. verbal. Non verbal, non, mais c'est pas non verbal, c'est la manière d'être. D'accord. Leur manière d'être qui m'a permis de... Oui. Dans votre livre, la figure du père est importante. Comment vous en parlez aujourd'hui avec le recul de ce père? Mon père, j'ai des souvenirs d'un père, parce que mon père, ce que j'ai appris de lui, pas par les discours, parce que je ne l'ai pas connu assez, mais plutôt par les actes. Donc mon père, j'ai gardé de lui un souvenir d'un homme entreprenant, d'un homme généreux d'ailleurs. Il était prodigue. Mon père entrait à la maison, trouvait les ressources, il avait des dépenses excessives, etc. Et puis mon père, il était ouvert. 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 Et là, c'était très important. Je le remarquais, mon père était ouvert. Mais son absence également me parle, parce que à travers son absence, elle m'a permis de prendre conscience de la fragilité de la vie. Elle m'a permis aussi de prendre conscience, elle m'a confié des responsabilités que je n'aurais pas pu assumer, et une certaine autonomie. Donc son absence m'a beaucoup marqué, parce que je sens toujours que je dois faire quelque chose pour que mon père puisse être toujours, même dans Oui. l'univers où il se trouve, dans le monde où il se trouve, pas être satisfait de son fils. Oui. Alors, son absence euh, m'a beaucoup appris, m'a beaucoup... Finalement, qu'est-ce qu'elle apprend une absence? Elle apprend le rôle qu'il avait à jouer, qu'il jouait, et que nous-mêmes, on commence à le sentir, et tout le poids qu'il portait. D'accord, oui. On le comprend assez. On voit la différence entre ce que nous étions et ce que nous sommes. D'accord, bien sûr. Et vous avez dit que à 11 ans, vous avez remarqué que vous avez le souvenir, pourtant il est mort, vous avez que 11 ans, qu'il était ouvert. Oui, ouvert. Qu'est-ce qui vous permettait de dire ça? Je le trouvais parce que je n'ai jamais trouvé mon père, d'une certaine manière, a fait une remarque sur ce que portait ma mère, le shihaj. Donc, ce qui fait, je trouvais que mon père était ouvert. C'est vrai. Voilà, d'une manière. J'ai bien aimé, vous avez retenu ça, c'est important. Vous étiez un enfant observateur déjà avant. Déjà avant, oui. Quand votre père est parti, votre oncle a pris une place importante. Quelle place finalement il a pris pour cet enfant de 11 ans? D'abord, il était un soutien matériel. Je le dis, il était un père exemplaire. Parce qu'il était père de 4 ou 6 enfants. Et donc l'aîné, il était un directeur d'une grande compagnie d'assurance. Après, il avait un DEA en droit, à l'université d'Angers. L'autre, il était un architecte qui a fait des études en Allemagne fédérale, ou 2 filles qui étaient médecins. L'une, malheureusement, est décédée, ça fait 3 ans, 4 ans, et qui était spécialiste au réel. Et une est pédiatre, qui dit Sinaf Anouel, donc il est pédiatre. Et donc, c'était un père exemplaire lui-même, avec les enfants, il y a un commandant de bord, etc. Toute une famille mes cousins sont bien placés. Et il était pieux. Je me souviens, après 4 ans, il est tombé malade. Et puis, comme il était hypertendu, comme je ne sais pas les médicaments, il était devenu, il a paraplégique, etc. Il a perdu l'air. Nous sommes allés le voir, ma mère, un ramadan. Je me rappelle. ومشينا عنده ليلة 27. C'était... Alors, à l'époque, هو كان كيما ترسل لنا واحد ان كوفاعة عامر لي فوي ساك اكسيتيرا والمسائل. Alors, la première des choses, مشينا نشوفو دخلنا عنده البيت ويقول لي ما مير واش وصلتك الكفة. Et je me dis, comment ça se fait que mon oncle était malade ou il pense à cela?
فهمتي. Et ça m'a beaucoup marqué, je l'ai mis dans le livre, j'ai mis dans le souvenir, ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit quand même, et où tu fais de l'empathie derrière, ou de l'exigence. Et d'ailleurs, 2 semaines ou 3 semaines après, parce qu'il est décédé. Donc, ça n'a pas vécu longtemps. Donc, avec le décédé, alors que le décédé, j'ai à l'âge de 15 ans. Alors, j'étais beaucoup plus conscient, déjà 15 ans, c'était un âge difficile en soi. En plus, avec un tel deuil, c'était terrible. ولكن le plus important, c'est que je tenais aux études. J'avais la rage de faire des études, de réussir. Et donc, je me suis dit, voilà. Et puis, ma mère se retrouve encore avec une autre galère, avec le propriétaire de la maison. Et donc, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et malheureusement, elle était patiente pour le faire. Oui, elle était très patiente. Aujourd'hui, quand on parle de la famille, on parle souvent de blessures, de conflits, de ruptures, mais votre histoire montre aussi la famille comme soutien. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que la famille représente pour vous, si vous devez la résumer? C'est quoi une famille? Je vous dirais, la famille, c'est d'abord un lieu de transmission des valeurs, des croyances et également des blessures. On ne peut pas aujourd'hui, avec le lieu de transmission est très important. La famille, c'est ça. Et on ne peut pas, aujourd'hui, nous sommes tous héritiers d'une histoire avant notre naissance. On va de l'histoire, sauf qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'enfance ne nous condamne pas, il nous façonne, mais il ne nous condamne pas définitivement. C'est-à-dire qu'on a une liberté intérieure de faire quand même changer le cours des choses. Quand on a connu l'absence, le soutien, la solidarité, est-ce que cela change la manière de regarder les autres? Oui, bien sûr, parce que si vous le faites, si vous le regardez, si vous traversez les choses avec lucidité. Si vous la traversez avec lucidité, vous gagnez en humilité, en compassion, et quand même la possibilité de reconstruire et de reconstruction. Oui, c'est vrai, la reconstruction est là. Est-ce que ce parcours intime vous a donné une certaine sensibilité particulière dans votre manière d'être? Oui, oui, bien sûr, je suis sensible aux souffrances des autres. Je sais très bien ce que peut-être la perte d'un être cher ou surtout la perte d'un parent pourrait bien sûr causer à quelqu'un. Donc je suis sensible à ces questions. Je connais très bien la souffrance. Et d'ailleurs, je vous dirai, je ne vous cacherai pas, le décès de mon père, je ne l'ai pas dit aux gens, à mes camarades de classe. Oui, c'est écrit. J'ai vécu des années sans le dire. Oui. C'est un silence qui était très difficile à porter. Je ne l'ai pas dit parce que j'estimais que le fait de le dire, je serais diminué socialement. Je me sentais amputé. À 11 ans. À 11 ans, je me dirais, cette étiquette d'orphelin me faisait du mal. D'accord. Et je ne voudrais pas que je sois poursuivi par cette étiquette d'orphelin. Et je ne l'ai pas dit ni à mes camarades, ni à mes enseignants. Oui. Et d'ailleurs, à la rentrée scolaire, je mettais la profession du père qui n'existait pas. Oui, c'est particulier. Est-ce que c'était difficile de partager une partie d'humanité? Parce que vous avez écrit, vous avez partagé une partie de vous, d'humanité, de sensibilité. Est-ce que c'était difficile? Oui, c'est difficile parce que vous savez, tout ce qui relève de l'intime, c'est un peu difficile. Oui. Mais je pense ce qui m'a aujourd'hui aidé, c'est que d'abord, c'est honorer une demande de ma mère, c'est une requête, et de lui rendre hommage en creux à toutes les personnes qui m'ont soutenu derrière. Donc voilà. Donc on peut dire la lecture, mémoire, réparation et transmission. Oui, d'abord c'est une réparation, c'est un hommage, et en même temps elle a un effet de transmission. D'accord. Et pourquoi choisir ce moment pour écrire le livre? Vous l'avez écrit avant le décès de votre maman? Avant le décès, mais je pense, on ne peut pas l'écrire, je ne peux pas l'écrire beaucoup plus tôt parce qu'il faut à un certain moment, un certain recul
pour avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir le faire. Que direz-vous à un jeune qui grandit avec une absence familiale? Et je veux dire, il faut pas cesser d'apprendre, d'avancer, et que la vie doit continuer. Et que direz-vous à une mère qui a élevé son enfant avec courage, parfois seule ou très entourée? Qu'est-ce que vous allez dire à une maman? C'est une militante engagée. Et aux familles qui jouent le rôle du soutien autour d'un enfant? Les familles, la famille de ton nom qui est venue vous soutenir. Mais c'est un repère, ça reste un repère et on est toujours redevable à cette famille. Oui. Est-ce qu'il faut forcément avoir une enfance particulière pour être un adulte solide? Non, Ou devenir un adulte Non, solide? pas nécessairement. Non, Non, pas pas de nécessairement. souffrance. Non, pas nécessairement. Et si on pourrait, le cas échéant, ne pas souffrir autant, tant mieux. Oui. Mais moi, je ne serai pas ici pour demander à... La souffrance, lorsqu'il vient, on n'a pas choisi. On ne choisit pas les événements, mais on choisit la réponse à laquelle on fait face à ces événements. Alors peut-être que la vraie question n'est pas qu'est-ce qui m'a manqué, mais qu'est-ce que j'ai réussi à construire malgré ce manque. Oui, certainement. Nous avons parlé aujourd'hui d'enfance, de famille, d'absence, de mère, de père, donc de transmission et d'écriture. Ce que votre histoire nous rappelle, c'est qu'un être humain ne se construit jamais seul. Il se construit avec ce qu'il reçoit, avec ce qui lui manque, avec ceux qui restent, avec ceux qui partent et avec ceux qui décident de faire de tout cela, ce qu'il décide de faire de tout cela. Votre livre montre qu'une histoire personnelle peut devenir une mémoire partagée et qu'en racontant son enfance, on ne parle pas seulement de soi, on parle aussi de famille, de valeurs, de dignité et de transmission. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous deviez résumer ce que l'enfance vous a laissé de plus précieux, qu'est-ce que ce serait? De plus précieux, ça m'a laissé cette rage de vaincre, cette volonté de toujours rester debout, cette résilience. Cette résilience, ce n'est pas le fait d'oublier ce qui m'est arrivé, ni de le nier, mais de pouvoir l'intégrer dans mon existence sans qu'il y ait un impact négatif sur mon existence. J'aime bien ce que vous dites parce que, en fait, souvent, nous, on dit quand il y a un trauma, ou الناس يبقوا غير تتفرجوا في leur trauma, ils n'avancent pas. Parce qu'ils regardent leur souffrance, ils n'avancent pas. On dit il faut mettre le trauma de côté, ça y est, tu l'as vu, tu l'as vécu, tu en as parlé, tu en as souvent avec la famille. Ne pas l'oublier, c'est sûr, on n'oublie pas un trauma, mais continuer d'avancer. Mais si tu es bloqué, tu ne vas rien faire. Oui, il ne faut pas rester prisonnier de notre histoire. Il faut dire, voilà, ce qui s'est passé, donc il s'est passé malgré nous, mais nous avons la liberté de pouvoir en tirer les leçons et faire de notre mieux pour avancer. Donc tout est possible. Moi, je me dis que tout est possible. Ouais. En tout cas, merci, mille merci pour ce partage, Monsieur Ezdine Tamim. L'alchimie des larmes, c'est le livre qu'a écrit dernièrement Monsieur. Dernièrement, peut-être que vous allez écrire d'autres livres. Inch'Allah. Monsieur Ezdine Tamim, un livre plein d'émotions, d'histoires, de douleurs, de souffrances et de belles choses aussi, de partage de valeurs, de transmission, de famille. Un livre qui se lit très très vite. En tout cas, merci Monsieur Tamim. Merci pour cet échange. Merci à vous qui écoutez sur Blamas Podcast, disponible sur Spotify et YouTube. Et merci à notre sponsor, l'application Qais wa Leila, de nous soutenir. C'est une application de relations sérieuses basée sur l'intention et la compatibilité dont je suis la fondatrice. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Blamas Podcast.